Dans les documents qui nous ont été remis, finalement, c'est un descriptif de tout ce qui concerne la sécurité du site qui est derrière nous. Aussi bien les clôtures qu'on voit là, que les sas d'accès, que le détail des bâtiments qui sont à l'intérieur, avec la géolocalisation de ces bâtiments, des caméras, des senseurs de détection, etc. C'est-à-dire que tout ce qui va être lié, non pas à la sûreté du réacteur, mais à la sécurité, à la protection, finalement, on a été destinataire de la totalité de ces documents, des milliers de pages dans lesquelles on a le détail sur chaque caméra, chaque senseur, chaque câblage électrique ou électronique. Lorsqu'on regarde derrière, alors l'EPR, il est derrière la falaise, mais lorsqu'on s'approche de l'EPR, là aussi, on a les plans, les détails de ce qu'on appelle la ZPR, zone de protection renforcée, qui est là la dernière barrière de sécurité. Et là aussi, on a l'ensemble du détail qui est arrivé donc chez Greenpeace il y a maintenant quelques mois. Et puis on voit le long de ces poteaux, qui sont le long de la clôture, on voit un certain nombre de dispositifs de caméras. Nous avons la géolocalisation des caméras, alors celles-là on les voit, mais aussi de toutes celles qui sont de l'autre côté du site, la protection du côté maritime. Lorsqu'on voit qu'on a par exemple des images de chacune des caméras qui montrent les angles de surveillance, mais aussi tous les angles morts qui font que ces caméras ne peuvent pas détecter une présence, il y a la recette pour ne pas se faire prendre. Ils sont tout le temps dans le déni. Lorsque Greenpeace faisait des actions justement pour dénoncer les failles de sécurité, ils préféraient acter sur le fait que c'était illégal, leur faire des procès, donc pointer le lanceur d'alerte plutôt que de regarder un peu l'alerte qui a été faite. Là, c'est une alerte quand même très forte. Et sur tout ce qui est dit sur les règles qui sont mises en place, on a eu des tonnes d'exemples. Il y a plein d'exemples tous les jours. Il y a un an de ça, il y a un sous-traitant nucléaire qui a été retrouvé après 3 jours. Et bon, il était tombé évanoui dans un endroit. Et après 3 jours, normalement, vous contrôlez un peu qui rentre et qui sort de votre centrale. Là, personne ne savait qu'il était ici. Enfin, on a des exemples comme ça de failles de sécurité et de sûreté. On en a plein. Et en plus de ça, on est en fait rentré dans un nucléaire low cost où 80% des activités maintenance sont faites par des sous-traitants nucléaires. Et on a déjà eu un exemple de quelque chose qui aurait pu être très grave et qui heureusement a été assez circonscrit. C'est le moment où il y avait eu la chute d'un générateur de vapeur à Paluel. Et l'enquête qui avait suivi ce fait-là avait montré que c'était du fait d'une cascade de sous-traitance et d'une perte de compétences du coup des exploitants qu'on était arrivé à quelque chose qui aurait pu être très grave et qui, bon, heureusement, était resté un incident, on va dire ça comme ça. Mais on a des tonnes d'alertes, plein d'exemples, mais ils préfèrent continuer à se voiler la face pour ne pas mettre en place les solutions qu'il faudrait mettre en place et être à la hauteur de ce qu'on devrait avoir comme sur ces sécurités nucléaires dans notre pays. On parle de milliers de pages de documents qui sont de formes très diverses. Il y a à la fois il y a des rapports, il y a des fiches techniques sur des appareils, sur des équipements. Il y a des mails, il y avait plusieurs centaines de mails. C'est pas un document, c'est un ensemble de documents donc, que nous avons pu consulter et qui en fait sont tous liés aux travaux, aux chantiers de sécurisation du site nucléaire de Flamanville, où il y a en effet l'EPR en construction, comme tu le disais, mais il y a aussi 2 réacteurs nucléaires qui sont en fonctionnement aujourd'hui. C'est un gros site nucléaire Flamanville. Et en fait, donc, ce sont des documents qui proviennent du chantier de la sécurité de ce site. Donc les clôtures électriques, les alarmes, où se trouve quelle alarme reliée à quelle partie de la clôture électrique entourant le site de Flamanville, des plans extrêmement précis. Et il faut savoir que les plans des centrales nucléaires, aujourd'hui, ils sont pixelisés sur Google Maps parce que c'est considéré comme des informations extrêmement sensibles, dans le sens où ça pourrait être utilisé de manière malveillante pour trouver des coordonnées GPS et, je sais pas, y balancer des explosifs ou autres matières dangereuses. Et donc, il y a également dans ces documents des images de caméra par caméra, les angles morts de ce que chaque caméra ne peut pas filmer, la hauteur des clôtures, le plan du sas d'entrée, enfin c'est la marque par exemple, enfin autre exemple, la marque des caméras vidéo, donc de manière, enfin plein d'éléments pour savoir exactement en fait quel équipement est capable de voir quoi. Il y a même, alors là ça m'a vraiment bluffé, il y a même la taille des vis et des boulons et la forme de ces vis et boulons
permettant de serrer en fait des parties de la clôture. Tous ces éléments qui servent à monter en fait les dispositifs de sécurité du site, par déduction, ils doivent pouvoir servir à le démonter. Donc c'est dans ce sens-là que c'est vraiment gravissime que ce type d'information soit en circulation et arrive jusqu'à Greenpeace et Mediapart. On révèle un procès-verbal du comité social et économique qui s'est réuni le 7 octobre. Donc en fait, quelques jours après l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et quelques jours après les propos tenus par Zemmour. Et là, en fait, on voit que c'est une réunion assez vive parce que le directeur général, Franck Cadoret, le directeur général du groupe Canal+, est interrogé par des syndicalistes sur est-ce qu'on va laisser pendant encore longtemps Éric Zemmour tenir ce genre de propos. Et on voit qu'il défend Zemmour, il défend son embauche, mais il va beaucoup plus loin parce qu'il partage et défend les thèses d'Éric Zemmour lors de cette réunion. Pour résumer, le directeur général du groupe Canal+ estime que Éric Zemmour n'est pas raciste, qu'il n'est pas d'extrême droite, que c'est un homme brillant. Et alors qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées après les propos d'Éric Zemmour, il y a eu une enquête ouverte par le parquet de Paris. Et la direction générale du Canal+, elle, estime, avant même l'issue de ces enquêtes, qu'il n'y a rien de raciste. Il y a des périodes où être courageux, c'est plus difficile. Donc, une grande partie de la droite, de l'extrême droite, voire d'une partie de la gauche, a foncé bille en tête effectivement sur le collectif contre l'islamophobie en France, mais il n'en reste pas moins que nous avons noté des gens courageux, des soutiens, des gens qui se sont prononcés. Nous, on ne demande pas à ce qu'ils viennent intervenir avec nous devant les tribunaux, mais tout du moins qu'ils reconnaissent tout simplement les faits, qui s'appuient sur les faits, qui disent si effectivement cette décision peut paraître arbitraire ou pas. Et on a pu voir que des politiques se posaient des questions, alors ça va plutôt effectivement du côté des Verts, du côté de l'extrême gauche, du côté de la gauche de M. Mélenchon, etc. Des gens qui, il faut le reconnaître, ont pris des positions courageuses. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, beaucoup de musulmans ont été un peu surpris, voire choqués de la position du président Macron, parce que il ne nous a pas vraiment habitués à ça, durant notamment, si vous vous souvenez, la campagne présidentielle, il s'était quasiment positionné en tant que, sur ces sujets, tout du moins, anti-valsiste, l'exact contraire de Manuel Valls, celui qui voulait rendre gorge, si vous vous souvenez bien. Donc Emmanuel Macron avait pris plutôt un parti, j'ai envie de dire, presque apaisant. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne comprennent pas ce retournement. On peut comprendre effectivement qu'il y ait un débat suite à l'attentat qu'a subi le professeur Samuel Paty, mais de là à faire de tels amalgames et à s'en prendre à des associations comme Baraka City ou collectif contre l'islamophobie en France, qui, encore une fois, je le rappelle, lorsque vous faites des sondages sur quelle est l'association la plus représentative pour les musulmans de France, ils vous répondent le CCIF. Ils ne vous répondent pas le CFCM ou une autre association, c'est le CCIF. Et c'est cette organisation avec laquelle on ne veut pas débattre, et je pense que c'est préjudiciable et dommageable. Très clairement, cette volonté de dissolution nous apparaît comme une instrumentalisation politique de l'opportunisme politique. Le CCIF, c'est tout simplement une association qui défend, comme vous l'avez dit initialement, le droit notamment des musulmans, mais pas que d'ailleurs, pas que des musulmans. Il arrive que le CCIF défende des personnes qui ne soient pas de confession musulmane. Et une organisation comme le collectif contre l'islamophobie en France, qui obtient, encore une fois, des décisions de justice devant des magistrats, validés par des magistrats, sur des faits, sur des lois, appuyées sur des lois françaises, reconnues à l'international, qui a des partenariats avec toutes les autres associations en France qui combattent pour les droits de l'homme, mais aussi reconnus à l'international, c'est extrêmement choquant que le ministre de l'Intérieur considère celle-ci comme une, si je le cite, ennemie de la République. On y voit là un opportunisme et un autoritarisme exacerbé de la part du ministre de l'Intérieur. Lorsque Gérald Darmanin désigne le collectif contre l'islamophobie en France comme, je le recite, ennemi de la République, il faut savoir que ça met en danger aussi les salariés de l'association. Et donc, pour les sécuriser, nous avons effectivement voulu nous autodissoudre pour nous relocaliser ailleurs. On passe de Bismuth à la Libye, autre tempête qui menace Nicolas Sarkozy, affaire dans laquelle il a été quadruplement mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs. Il y a notamment un document qui intéresse les juges et qu'il s'était engagé à fournir, ses agendas. Sauf que pas de bol, il ne les a finalement plus retrouvés. C'est ce que vous révélez avec Karl Lasque.
Et ça nous fait un lien avec le procès Bismuth, parce que précisément les informations, enfin parmi les informations que Nicolas Sarkozy voulait avoir d'après l'accusation, de manière secrète et illégale de la Cour de cassation et du magistrat Gilbert Azilbert qui poursuivait, c'était justement sur le devenir de ces agendas. Parce que manifestement, Nicolas Sarkozy, dont les agendas avaient été saisis dans l'affaire Bettencourt, avait peur que ces agendas puissent servir dans d'autres dossiers, notamment l'affaire Tapie ou l'affaire des financements libyens. Et voilà qu'il a été entendu en octobre dernier par les juges de l'affaire libyenne. Il leur a dit que pour démontrer sa parfaite innocence, il était évidemment prêt à fournir ses agendas pour montrer qu'il n'était pas à tel endroit, à telle date, qu'il ne fréquentait pas telle personne, etc. etc. Donc les juges lui disent parfait, vous allez nous amener vos agendas. Une audition a été prévue spécialement pour compulser les agendas, que les juges puissent garder simplement dans l'agenda ce qui intéresse l'enquête et tout ça. Et Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas de mots assez durs pour dire à quel point il était prêt à aider la justice dans tout ça, subitement, ces fameux agendas qu'il a mis autant d'énergie à récupérer dans l'affaire Bismuth, ils ont disparu. Et son avocat a écrit au juge pour dire mon client me charge de vous dire qu'il malheureusement il n'a pas pu remettre la main sur ces fameux agendas. Donc ça ne peut que évidemment poser des nouvelles questions dans cette affaire libyenne qui ne cesse de s'alourdir au fil des semaines. À partir du moment où on passe dans un régime juridique de contrôle du monde associatif qui est basé sur la conformité aux lois, c'est ça, c'est la règle, à partir de règles bien définies et de faits matérialisables. À un régime de contrôle et un régime de sanctions qui est non pas basé sur un respect des règles claires, mais basé sur le respect d'une conformité à des valeurs, à des principes, à des opinions extrêmement floues et donc qui peuvent être interprétées dans toutes les directions. Qu'est-ce qui empêchera un préfet de considérer qu'une association locale ne lui plaît pas pour des raisons politiques? Ou qu'est-ce qui empêchera un maire de contacter le préfet, de dire écoutez, j'ai une association locale, de militants qui pose un certain nombre de problèmes, ils sont très engagés, ils sont très critiques à l'égard de l'action municipale ou à l'égard de l'action de l'État. Est-ce qu'il est possible de leur faire passer un message, comme dirait Gérald Darmanin? Cette loi, elle est à comprendre dans le contexte général. Et moi, en lisant l'exposé des motifs et en parcourant la loi, ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'il me semblait qu'elle était à mettre en regard avec ce qui se joue aujourd'hui avec la loi de sécurité globale, notamment le fameux article 24, pardon. Oui. Mais aussi ce qui se joue en matière d'attaque sur les libertés dites académiques. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le projet général de ce gouvernement, il y a une mécompréhension du fait qu'il y a des sphères qui ont des fonctionnements différents, des formes de régulation interne, et il y a une volonté d'emprise pour le coup de l'État et de l'exécutif sur ces différentes sphères sociales. Je pense par exemple à un exemple qui est cité dans un article de Mediapart où un rabbin s'inquiète de cette loi et dit est-ce que maintenant, s'il y a en plus la question de l'égalité homme-femme, est-ce qu'il y a des passages du Pentateuque qu'on ne pourra plus lire au nom de l'égalité homme-femme? Donc il y a quand même quelque chose d'assez incongru quand on revient aux régimes différents, les régimes de vérité, les régimes d'autorité qui caractérisent des sphères distinctes de la société. Et c'est en ça aussi, c'est cette non prise en compte de la distinction des sphères qui peut faire lire ce projet comme les autres, comme des volontés d'entrave à la liberté ou des menaces à la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'indistinction sous l'emprise d'un exécutif. Enfin, on pourrait penser que ça amènerait à ce résultat-là. Le gouvernement parle, je cite, d'un entrisme communautariste insidieux mais puissant qui gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. Oui, on dirait un peu le pitch de la prochaine émission de Bernard de la Villardière, en fait. Mais au-delà de... Ce qui n'est pas un compliment. Non, c'est pas du tout un compliment. Non, c'est pas du tout un compliment. C'est une comparaison, mais en tout cas, je me base sur le texte et l'exposé des motifs, qui va encore plus loin. C'est-à-dire que l'exposé des motifs présente et met en scène une république faible face à un séparatisme fort. Et donc cette mise en scène d'une république faible, je reprends les mots, il y a cette phrase qui est que la République n'a pas suffisamment de moyens d'agir contre ceux qui veulent la déstabiliser. Comme si les présumés séparatistes, dont on cherche les contours encore, avaient la possibilité de renverser les institutions républicaines, les règles républicaines, les équilibres républicains. Il y a un décalage
totale entre l'exposé des motifs et le réel tel qu'il est vécu au quotidien par les acteurs de terrain. Bien sûr que non, ce n'est pas une loi d'émancipation, c'est une loi qui renforce à tous les niveaux le contrôle et les pouvoirs de l'État, notamment, comme Sarah l'a dit, les pouvoirs du préfet et de police administrative. C'est une loi qui remet en question les équilibres des pouvoirs à l'échelle locale entre l'État et les collectivités locales, l'équilibre des pouvoirs entre l'État et les cultes, et l'équilibre des pouvoirs et de liberté entre l'État et le monde associatif. L'atteinte à l'égard du monde associatif, et pas seulement les cultes, c'est l'ensemble du monde associatif qui se retrouve soumis à un certain nombre de normes et de règles dont on attend les détails, les décrets d'application, parce que pour le moment, ce texte-là énonce un principe, mais un principe qui autorise des formes de contrôle, des formes de répression politique et des formes de discrimination, qui leur donne une assise juridique au nom du respect des principes et de la conformité aux principes républicains. Donc, je veux dire, il faudra être extrêmement attentif pour savoir, derrière l'idée de respect des principes républicains ou des valeurs de la République, qu'est-ce qui est en jeu? Parce qu'il y a un vrai glissement. Au-delà de la loi de 1905, ce qui est très frappant dans ce texte, qui conforte le respect des principes de la République, c'est qu'il touche à la loi de 1905, il touche à la loi de 1880 sur la liberté de la presse, il touche à la loi de 1882 sur la liberté de l'enseignement, il touche à la loi de 1901 sur la liberté d'association. Et voilà, il y a quand même quelque chose d'intéressant à signaler dans le fait que pour réaffirmer les principes républicains, on a besoin de faire pièce, en tout cas en partie, à certaines des lois les plus emblématiques de cette Troisième République, République des libertés, mal nommée. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même des lois emblématiques, des grandes lois de liberté publique de la Troisième. Alors la liberté d'association, on en discutait en préparant l'émission, vous dites que c'est assez problématique sur la liberté d'association. Ouais, sur la liberté d'association, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que la liberté d'association, c'est une des manifestations, c'est une des déclinaisons de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, si j'emprunte le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l'homme, dans une société démocratique pluraliste, ça protège toutes les opinions, et notamment les opinions qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent. Et il n'y a pas véritablement de sens à protéger la liberté d'expression si c'est simplement pour protéger précisément toutes les opinions qui posent strictement aucun problème. De ce point de vue, subordonner le plein exercice de la liberté d'association, la pleine jouissance, et ici en particulier les subventions publiques, à l'idée que les associations accepteraient par un accord contractuel, un contrat d'engagement républicain, de respecter les valeurs de la République, mais aussi l'ordre public, c'est ça qui figure dans le texte, ça me paraît quand même très problématique. Il y a des associations monarchistes, anarchistes, qui probablement ne pourraient pas signer un texte d'engagement à respecter les valeurs de la République, puisque leur objet social est antinomique de ce point de vue. Il y a des associations qui pourraient considérer, en toute hypothèse, que le seul fait de devoir s'engager dans une démarche contractuelle est une négation de la liberté qui est la leur, et que ça serait une contradiction dans les termes. Et peut-être une manière de l'illustrer, c'est de réfléchir un peu par analogie. C'est-à-dire, si c'était, par exemple, la liberté de la presse qu'on entendait subordonner ou conditionner à l'engagement contractuel de respecter un certain nombre de valeurs, je pense qu'on verrait tout de suite que, en effet, cette démarche contractuelle est antinomique du principe de liberté. Je crois que ce qui frappe vraiment dans le texte, c'est que la focale est extrêmement large. Pour reprendre la mise en mots du Premier ministre, il dit que l'ennemi, c'est l'islam radical, mais il y a quand même un fort risque, quand on lit l'intégralité du texte, qu'en fait, il emporte bien davantage sur son passage et qu'il crée une restriction ou une dégradation des libertés pour des segments extrêmement larges de la population, puisque le texte vise la liberté d'association, la liberté de culte, la liberté religieuse, etc. Donc vraiment, la focale est extrêmement large et je crois que pour ce seul motif, c'est un sujet de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation pour nos libertés, alors même que plusieurs ministres, le premier d'entre eux, Jean Castex, mais aussi Éric Dupond-Moretti à la justice, ont dit c'est un texte d'émancipation et de liberté. Alors c'est intéressant cette rhétorique de l'émancipation. En fait, on en a des exemples assez récurrents. J'ai souvenir par exemple
de mots qu'avait eu Jean-François Copé au moment de la loi de 2010 interdisant la prohibition, enfin la dissimulation du visage dans l'espace public. Et il avait dit, ça n'est pas une loi d'interdiction, c'est une loi de libération. Donc on avait un peu le même genre de rhétorique. Alors c'est un petit peu frappant parce qu'en fait, quand on regarde le texte, il y a beaucoup d'incriminations, il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de règles nouvelles qui sont restrictives. Donc c'est quand même un petit peu difficile à lire au prisme de l'émancipation. Je pense, pour faire crédit à ce que j'ai entendu des mots du Premier ministre, qu'il parlait, qu'il a complété un peu sa phrase en disant c'est une émancipation par rapport à toutes les formes d'obscurantisme, etc. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, le discours qui désigne la religion nécessairement comme antonymique à la liberté parce que un système de croyance qui risque de verser dans l'obscurantisme, c'est un courant philosophique qui existe dans l'histoire des idées, mais il se trouve que précisément, c'est pas du tout la logique qui a été suivie par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui au contraire a été mise en place, façonnée, installée sur la majeure partie du XXe siècle dans une philosophie libérale qui est en fait de respecter les croyances, les non-croyances, mais aussi les croyances, et donc pas du tout de les assimiler nécessairement à des formes d'obscurantisme ou à les renvoyer à l'antonyme de la liberté. En tout cas, on se souvient des images de l'évacuation de plusieurs centaines d'exilés, place de la République à Paris, des exilés laissés à la rue pour lesquels la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, s'engageait à notre micro. Les 300 personnes de la place de la République, j'espère que d'ici la fin de la semaine, on aura des solutions pour eux. Et d'ailleurs, les autres, ils ne sont pas que 300. Et d'ailleurs, pour tous les autres. La ministre promet donc de reloger tout le monde. A-t-elle tenu sa promesse? Eh bien, malheureusement, la réponse est non. Avec Yumni Kezouf, nous avons retrouvé plusieurs jeunes hommes exilés présents lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis et de la place de la République. On les a rencontrés place Stalingrad à Paris, sur le lieu d'une distribution alimentaire. Vous étiez tous présents lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis et celui de la place de la République, c'est bien ça? Depuis l'évacuation de la place de la République, on ne vous a pas proposé d'hébergement? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Quand on tourne ces images, on est donc 2 semaines après l'évacuation de la place de la République et ces hommes sont donc toujours à la rue. Les centres d'accueil de jour dont parlent donc Bassir et Nader Khan, ils existent. Il y en a 2 à Paris qui ont été ouverts par le gouvernement juste après l'évacuation. Mais ça ne suffit pas. On s'est rendu à l'entrée de celui du 13e arrondissement. On a discuté avec Sultan, il a 20 ans. Lui non plus n'a pas d'hébergement depuis qu'il a été évacué. نه فعلا جای خواب نداریم در بیرون توی هوای سرد وضعیت کرونا هیچ توجهی کمپا پر جای خالی نیست باید تا مثلا اینا جابجاش نه فعلا آماده نیست. Et même si vous dites que vous venez du camp de Saint-Denis, ça ne change rien. هیچ توجهی نمیکنم فعلا باید همون نوبت باید رعایت کنیم دیگه رقم نمیشه. جایش نمیدونم آماده نام خوره بده شما تلفن خود بدم الله خودش خبر میده دیگه. Après nous avoir répondu, Sultan est entré dans le centre dans l'espoir qu'on lui propose une place d'hébergement. On l'a retrouvé à la sortie et voilà ce qu'il nous a dit. Rien de nouveau pour Sultan, donc pourquoi ne lui trouve-t-on aucune solution? Pour mieux comprendre ce qu'il se passe derrière les portes de ce centre d'accueil, on a rencontré Chloé Chastel, la chef de service de l'association Aurore qui gère ce centre. Elle explique le processus pour y être hébergé. On a des places attribuées chaque semaine pour ce qu'on appelle des transferts. Donc c'est des transferts vers les CAES. C'est des centres d'hébergement qui sont en Île-de-France où les personnes peuvent aller en attendant d'être transférées dans d'autres centres d'hébergement qui sont en province. Et donc on a un nombre de places qui est défini par la PRIF, par la préfecture d'Île-de-France, et qui nous sont attribuées chaque semaine en fait. Donc là par exemple cette semaine, on a fait partir 26 personnes hier, on en fait partir 30 vendredi. Dans le bureau d'à côté, ses collègues contactent les exilés inscrits juste après l'évacuation de Saint-Denis. Et donc on est content parce que si tu sélectionnes tout, on a quand même pas mal de verts, donc de personnes qui ont été transférées. Il n'y a personne d'avant le 18 novembre, quoi, a priori.
Oui, on a bien épuré la liste, on est content. Parce que nous, on a rencontré des personnes qui étaient présentes à Saint-Denis, qui ont fait cette manif sur la place de la République et qui dorment encore dehors. Comment vous pouvez expliquer que certaines personnes passent entre les filets comme ça? Parce que ceux qui sont prioritaires, c'est vraiment ceux qui sont arrivés en septembre, octobre, début novembre. Donc si la personne n'est venue qu'après en accueil de jour, malheureusement, on va la faire partir par ordre d'arrivée en accueil de jour. Donc c'est possible qu'il y ait des injustices comme ça, liées à ce système. Une injustice mal vécue par les exilés. Mais il y a un désespoir quand même, hein, pour avoir discuté avec certains de ces jeunes hommes, il y a un désespoir, il y a une incompréhension totale. Ouais, bah j'en suis bien consciente. Il y a très peu de places d'hébergement par rapport au nombre de personnes qui sont en attente. Et donc il y a une grosse frustration, une grosse colère, et les personnes sont souvent en détresse, en attente de leur hébergement. C'est vraiment difficile, c'est sûr. C'est moins difficile maintenant qu'avant la mise à l'abri, mais c'est toujours difficile et il y a toujours un long délai d'attente. Il n'y a clairement pas assez de places d'hébergement pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, on a contacté le ministère du Logement pour leur parler de la situation de ces 3 jeunes hommes, Nader, Bassir et Sultan. Le ministère dit regretter que des personnes évacuées de la place de la République puissent être encore dehors et sur liste d'attente, malgré l'ouverture d'un peu plus de 600 places depuis cette évacuation place de la République. Mais ils disent aussi, travailler à l'ouverture de nouvelles places tous les jours, toutes les semaines. On peut donc dire, je pense que la conclusion c'est ça, que la promesse de la ministre n'est pas totalement tenue.